Comment est-ce qu'une seule personne peut vivre autant de galères, mais back to back to back? Ça fait grave penser au film Joker aussi, hein. Comment est-ce que le Joker est devenu Joker? C'est voilà, c'est toute cette accumulation, tout ce qu'il subissait, toute l'injustice l'a transformé en villain, hein. En regardant ce film, c'était pas seulement Janaya, donc l'actrice principale, qui était épuisée, qui était à bout, hein. Nous aussi, les téléspectateurs, on était vraiment au bout du rouleau. C'est vraiment ça l'atmosphère générale de ce film, hein, de Straw en anglais. C'est la fatigue, l'épuisement. Un très beau film qui m'a fait pleurer à plusieurs reprises, hein, qui est également très très symbolique. Je voudrais qu'on en parle tout de suite dans cette vidéo. Parlons de cette affiche déjà. Elle est très simple, mais il y a tellement d'éléments symboliques qu'on y retrouve. On parlera également du langage corporel, hein, des deux personnages qu'on retrouve sur l'affiche. Commençons avec le personnage sur le premier plan. Donc c'est Jenaya. Ce personnage a un body language très intéressant, hein. Elle est déjà assise au bord du lit, ce qui est très symbolique. Elle est courbée, elle a la tête baissée. Sa position m'a tout de suite rappelé une image virale. Si je la retrouve, je vais vous la poster tout de suite. C'est l'illustration d'une femme assise un peu dans la même position, hein, au bord du lit comme ça, hein, sur le lit, la tête baissée, les bretelles tombantes. Et son corps nous dit tout, hein. Il nous dit qu'elle est épuisée, elle est fatiguée, désespérée, presque abandonnée, hein. Mais elle est surtout épuisée. C'est vraiment la première émotion qu'on ressent en la regardant, quoi. En arrière-plan, on retrouve un enfant allongé, qui est donc Arya, la fille de Jenaya. Contrairement à sa mère, elle a l'air plutôt paisible, hein, et elle porte un casque sur les oreilles, qui est également très symbolique, hein, on va l'analyser. Mais la position de la petite fille contraste beaucoup avec celle de sa mère. Contrairement à sa mère, déjà, elle a l'air plutôt calme, mais ça renvoie aussi à son état final, hein. Et attention, spoiler alert, dans 1, 2, 3, ça renvoie à sa mort. Et lorsqu'on regarde les murs de cette pièce-là, le troisième plan, on voit que les murs sont fissurés. Il y a une grosse fissure qui part du plafond et descend jusqu'au sol. Une fracture intérieure, hein. Et cet appartement représente, et comme Jenaya, quoi, en train de craquer, en train de se fissurer lentement. C'est une image forte, hein, du stress invisible qui détruit de l'intérieur. Et ici, l'intérieur symbolise bien sûr l'intérieur, la psychologie du personnage, mais également l'intérieur de cet appartement. Parlons un peu plus du langage corporel du personnage principal. Elle est donc assise sur le bord du lit, hein. Et ça renvoie tout de suite au titre, hein, bien sûr, parce que ça représente la limite, ça représente le fait qu'elle soit à bout, au bord du gouffre. Elle n'a plus de force. Il y a que ses bras, en fait, qui la retiennent pour éviter qu'elle s'effondre. Et tout ça, cette notion de fatigue est encore plus accentuée par la sueur qu'on voit sur cette dame-là. Elle se réveille, elle a chaud, elle transpire déjà dès le matin. C'est la chaleur, hein, bien sûr, mais c'est également la sueur de l'effort physique, en fait, la fatigue. Comme si elle était fatiguée de se battre, comme si elle n'était jamais en repos, en fait, hein. Même sur le lit, elle est fatiguée, mentalement, émotionnellement, physiquement épuisée. J'aime bien aussi le style vestimentaire simple du personnage, quoi. Il n'y a pas de maquillage là. Elle est pas stylée, c'est pas Instagram. On est dans la réalité qui te frappe en plein visage. Parlons aussi des couleurs qu'on retrouve dans cette atmosphère là. C'est le bleu-gris, hein, qui domine, qui donne une atmosphère froide, hein, la froideur de la société qui ne lui vient pas en aide. Ça renvoie également à la dépression. En plus, lorsqu'on voit les moisissures sur les murs, sur le plafond, rien ne va, quoi. Il n'y a aucune chaleur là-dedans, aucune joie de vivre, on le comprend tout de suite. Parlons du casque de cet enfant, parce qu'il peut avoir également une interprétation symbolique, hein. Je trouve qu'en fait, c'est un moyen pour la mère de protéger sa fille de tout ce chaos qui se passe autour d'eux, tu vois, de cet environnement chaotique, toxique, insalubre, sale. Sa mère lui met ce casque pour la protéger des bruits des voisins, mais on comprend que en fait c'est pour la protéger de plus que ça, hein. Aria, la petite fille, elle est comme dans sa bulle. C'est un moyen pour elle de fuir la réalité, tu sais, avoir un peu de paix malgré la maladie. Et il y a un côté hyper tragique dans tout ça, dans le sens où pendant que la fille, certes, elle est protégée dans sa bulle et tout, pendant ce temps, la maman, elle, entend tout. Elle peut pas y échapper, elle, hein, à cette réalité, à ce bruit du monde, à cette fatigue. Elle affronte le monde réel toute seule. Parlons également de la lumière blanche qui est
derrière, qu'on voit hein, par la fenêtre. La lumière blanche en général dans le cinéma, ça a plutôt une connotation positive, hein, l'espoir et tout ça. Sauf qu'ici, certes oui c'est l'espoir, hein, mais un peu l'espoir qu'elle ne peut pas atteindre, inaccessible, parce que non seulement à cause de sa position dans la chambre, parce qu'elle est de dos, du coup voilà, l'espoir est derrière elle, mais également à cause de sa position sociale dans cette société-là, parce qu'ils sont au bas de l'échelle, quoi. Il y a pas vraiment d'espoir, ou bien c'est vraiment difficile de s'en sortir. Cette lumière blanche renvoie également à la lumière qu'on peut retrouver dans les hôpitaux, tu sais, dans les cliniques. Elle n'est pas du tout chaleureuse, hein. Pourtant, on peut deviner que c'est le matin, là, comme on l'a vu au début du film. Les premières séquences, c'est le réveil. Et pourtant, la lumière est toute blanche, c'est pas du tout chaleureux, comme les lumières qu'on peut retrouver à l'hôpital ou bien voilà, à la police même, hein, au commissariat. Donc ça rentre bien dans le thème du film, surtout par rapport à ce qui lui arrive, hein, notamment son problème avec la police et tout. Et tout ce qui s'enchaîne. Ah là là, franchement. Il y a aussi le petit texte qui est hyper intéressant. C'est son dernier instant. Il y a du suspense hein, quand même dans cette phrase-là. Le dernier instant de qui? De la mère, de la fille? Est-ce que ça signifie la mort? Est-ce que ça signifie même la mort physique? Ou plutôt la mort psychologique, du genre ces derniers instants de sanity avant qu'elle bascule de l'autre côté, avant qu'elle craque complètement. Overall, lorsqu'on regarde cette affiche, ce qu'elle nous renvoie, c'est vraiment une réalité brute. Pas glamour du tout. On a une femme fatiguée, avec tout qui s'écroule lentement autour d'elle, sans que personne ne lui vienne en aide, quoi. Il y a également un petit côté je subis mon sort parce que malgré l'urgence de la situation, elle est fatiguée. Dès que tu vois où elle habite, voilà, tu comprends que c'est petit et tu comprends surtout que ni un enfant ni elle ne devrait vivre dans un appartement qui est dans cet état-là, quoi. Mais son manque de voilà, le fait qu'elle ne soit pas en état d'alerte ni en état d'urgence prouve bien qu'elle n'a pas le choix, elle n'a pas d'autre choix que de rester là. Analysons maintenant ce film qui se passe en une journée, hein, et oh my god, comment tout part en cacahuète, les gars. Une descente, une vraie descente aux enfers. On découvre donc Jenaya, cette mère célibataire qui se bat pour survivre hein, avec sa fille, pour s'occuper de sa fille qui est malade. Elle bosse dur hein, pour pouvoir la soigner. Elle cumule les boulots et on la découvre donc dans son environnement de travail. Hein, on découvre que ça se passe très mal. Elle est caissière et ça se passe hyper mal. Son patron, c'est un mec exécrable qui la déteste et qui n'hésite pas à la virer. Et le salaire de Jenaya ne suffit pas à joindre les deux bouts. Elle n'arrive même pas à payer la cantine de sa fille, quoi. Elle voulait juste 40 dollars pour payer la cantine, pour éviter que on ne se moque de sa fille. Je vais pas aller dans les détails, vous avez déjà regardé le film normalement si vous regardez cette revue, hein, parce qu'il y a plein de spoilers. C'est pas la peine de regarder si t'as pas encore regardé le film. Je te conseille de regarder le film avant, parce que cette revue est remplie de spoilers. Donc un jour tout bascule, hein, comme vous l'avez vu dans le film, et impossible de faire marche arrière. Ce qui frappe dans ce film, c'est vraiment le réalisme. Je sais que beaucoup de gens se disent non, c'est trop, comment est-ce que tout ça peut arriver à une personne, mais ça arrive, hein, les gars, il y a des gens qui vivent des vraies galères sur galères dans cette vie, et pourtant, personne n'est au courant. Sans aller même trop loin, l'actrice Taraji, là, elle a vécu des galères presque similaires, hein. Elle en parle souvent, mais vous pouvez retrouver des témoignages sur internet. D'ailleurs, elle nous a servi un jeu de dingue. Le casting a été vraiment très réussi hein, dans ce film. J'ai bien aimé le rôle de Tiana Taylor, elle a vraiment bien assuré. Revenons un peu sur Taraji. C'est vrai qu'elle jouait un peu trop souvent ce genre de rôle de struggle black woman comme ça. La femme qui galère, mais ça lui va tellement bien aussi, les gars, ça lui va trop bien. Et puis, l'un des trucs que j'ai kiffé dans ce film, c'est ce dilemme entre, hein, est-ce qu'elle est vraiment la victime ou est-ce que c'est une criminelle, quoi? Je trouve que ça a été hyper bien représenté. Ça a été représenté même à travers les personnages du film, hein, notamment les otages, donc l'employée de banque, celle qui était vraiment mine, quoi. Elle n'était pas compréhensible du tout. Pour elle, cette femme était une criminelle, ni plus ni moins. Alors que les autres ont fini par la comprendre, quoi. Mais voilà, il y a ce dilemme, hein. Et puis, il faut pas se mentir. Jenaya est allée trop loin. Elle a commis des actes graves. Elle a fait des trucs qu'on cautionne pas. Elle a quand même tué un homme. Et puis, cette arme-là qu'elle voulait pas lâcher. Je vous jure qu'au début, avant le plot twist, là, je l'ai jugée, hein.
Non, je me suis dit: «Non, mais Djenaya, toi aussi, comment ça ta fille partait à l'école sans manger? Comment ça?» Tu vois? Je l'ai grave jugée, je me disais: «Mais toi aussi, tu as déconné des fois». Cette arme qu'elle voulait pas lâcher aussi, je me disais: «Mais lâche ton arme, wesh, lâche ton arme, calme-toi et voilà, sors de cette banque». Mais c'était juste pas possible. Djenaya a craqué. C'était trop tard pour faire demi-tour, pour faire marche arrière. Et bien sûr, ce personnage, on peut pas vraiment la juger comme une criminelle classique, hein. Le film nous pousse à nous poser des questions, même. C'est qui le vrai méchant dans cette histoire? Est-ce que c'est son patron qui l'a viré? Est-ce que c'est le policier là qui lui est rentré dedans? Est-ce que c'est la société qui a laissé une mère célibataire s'effondrer, se débrouiller toute seule, payer les soins de sa fille toute seule sans lui apporter aucune aide? Est-ce que c'est sa propriétaire qui lui a mis à la porte? Il y a un débat à avoir, mais la question essentielle, je trouve, à se poser, c'est vraiment est-ce que ce personnage mérite la prison, quoi? Est-ce que c'est la prison qui va la réparer? Parlons aussi de ce plot twist incroyable. Jusqu'à la fin, j'imaginais pas du tout que Arya était morte un jour avant. C'était un coup de massue. Non, j'ai trop pleuré et ça me traumatise jusqu'aujourd'hui, là. Ce plot twist, il m'a fait penser un petit peu à Shutter Island, même si c'est pas la même chose, hein, mais voilà, c'est un peu dans le même thème, hein, la psychologie, tu craques, la famille que tu perds, la réalité qui t'échappe, un retour à la réalité et une réalité encore plus brutale, quoi. Heureusement, Djenaya a fini par réaliser que si elle ne se rendait pas, elle allait finir mal. D'où les images de l'assaut, de la police qui venait lui, voilà, lui tirer dessus et tout. On se rend compte qu'il se passe beaucoup de choses dans sa tête, hein. Elle imagine beaucoup, elle se crée des réalités. Elle a une grosse charge mentale et le film l'aborde très très bien, ce sujet de la charge mentale invisible. On se rend compte qu'il y a des femmes vraiment courageuses qui vivent de ces choses, mais malheureusement, elles finissent par exploser au bout d'un moment. Cette femme était en train de sombrer en silence. Ce patron qui voulait l'accuser du braquage et boum, ça a fini par exploser. Les crises mentales, c'est souvent comme ça, hein. On croit que la personne va bien jusqu'à ce qu'elle finisse par exploser, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Mais dites-moi dans les commentaires quelle note sur 10 est-ce que vous mettrez à ce film. Si je devais noter ce film, je pense que je donnerais un 8 sur 10 quand même, parce qu'il y a des petites parties, voilà. Mais overall, franchement, c'est un film que j'ai adoré. J'ai pleuré 2 ou 3 fois parce que voilà, c'était too much. J'ai pensé à toutes les femmes qui vivent ça, hein, les femmes célibataires qui doivent rester fortes, qui doivent se débrouiller toutes seules, sans l'aide de personne. Même lorsqu'elles demandent de l'aide, on ne les aide pas forcément. On les crache dessus, même littéralement, comme le mec qui lui a jeté la bouteille à la caisse. C'était obligé, ça, franchement. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce film et si vous pensez que Djenaya mérite la prison ou pas. Allez, merci beaucoup et on se retrouve dans la prochaine. Stay safe and stay blessed. Bye!